importa la edad, tenemos las mismas capacidades, así como las mismas ganas de luchar por nuestro mundo. La curiosité, selon moi, c'est le fondement de notre capacité à résoudre des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux qui sont les plus pressants. Es el momento de tomar acciones respecto al cambio climático con acciones individuales que sean replicables en sus contextos, darle más valor a las comunidades a las que pertenecemos. Not all of us have all the pieces. So the young generation has some of the pieces and the older generations have some of the pieces, and we need to work together. We're all fighting the same things, but in very unique ways. So I just really encourage youth of North America to start small and focus on just smaller problems within that, because we are able to make huge differences by tackling smaller issues within the bigger issue. Bonjour à tous. J'allais vous saluer dans une autre langue aussi, mais je pense que notre collègue n'est pas dans cette salle, donc bonjour à tous. C'est un de mes panels préférés, c'est combler l'écart, une conversation sur la lutte générationnelle en faveur de la justice environnementale. Donc, nous aurons la participation de la jeunesse dans la CCE. La CCE est vraiment très active dans la participation de la jeunesse. J'aimerais vous présenter notre modératrice aujourd'hui, notre modérateur aujourd'hui, donc, qui est en train de travailler dans la pro-démocratie et dirigée par des leaders autochtones. Elle est en fait une descendante de Happy Land. Moi, je considère que c'est quelque chose de fascinant dans son histoire sur l'émancipation des peuples autochtones dans les montagnes de l'Appalachian, dans le nord de la Californie du Sud. Donc, merci. Le Michel est disruptrice des inéquités systémiques dans les communautés marginalisées et dans les différentes populations. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour ce type de travail. Et donc, on avait déjà travaillé et parlé avec elle sur ce type de travail. On est vraiment très fiers d'avoir la professeure, la Meisha Whittington, avec nous. Nous avions déjà parlé de ça. Et donc, je vais lui donner la parole.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Daniel. J'adore la redevabilité. Dans une des premières conversations, il m'a dit, ah, est-ce que tu écris un livre? Et moi, je lui ai dit, d'accord, on est en train de le considérer. Il m'a dit, non, mais arrête de réfléchir sur ça et fais-le. Et je me suis dit, d'accord, on va le faire. Donc, merci beaucoup pour ce soutien. C'est très bien d'être ici et de vous souhaiter la bienvenue à notre État de la Caroline du Nord. Comme les gens de mon peuple le disent, elles parlent en langue autochtone. Je vous salue au nom de mon peuple. Je suis très fière d'avoir la matriarche, ma mère, qui est aussi une des cofondatrices de Democracy Green, avec mon frère qui se trouve en ligne maintenant, c'est Robert. Nous avons commencé ce mouvement et lorsque je vous ai salué, j'ai salué ce mouvement et je rends des honneurs à la terre nourricière et au Créateur. Nous comprenons cet appel qui vient de ma communauté et d'autant de communautés qui se trouvent dans ce continent. Elles avaient les pratiques de protéger la terre nourricière et ses enfants. Il y avait cette compréhension du fait qu'une eau polluée était en train de polluer notre mer. Et alors, ça nous polluerait aussi en retour. Je comprends que j'appartiens à ce mouvement de la justice environnementale. C'est un sujet, mais ce n'est pas seulement un sujet, c'est notre style de vie, c'est notre destinée, ce sont nos manifestations, c'est notre résistance. On peut le trouver dans notre sang. On lui a donné un nom grâce aux ancêtres, aux aïeuls ici de la Caroline du Nord et j'ai cet honneur de présenter ces commentaires. Et c'était dans le mouvement ici, dans le côté est de la Caroline du Nord. Vous comprenez les justices environnementales, mais nous n'avons pas cette justice, elle n'existe pas encore. Nous luttons contre ces injustices environnementales. Ce sont les injustices dans ce continent et dans cette région. Et donc, moi, je viens donc représenter les gens de ma communauté. Donc, il y a eu des milliers de mes ancêtres qui n'ont pas survécu ou qui ont traversé ce génocide de façon physique ou en papier. C'est une autre conversation pour un autre moment. En plus de cet holocauste que nous avons vu avec cette acquisition de la terre, des ressources naturelles que vous voyez, et de cette richesse de la terre nourricière qui était en train de déplacer les gens, puisqu'on voulait obtenir ce bénéfice économique de l'établissement de notre nation, des États-Unis. Mais cette terre qui avait été rassemblée en faisant déplacer les familles, maintenant nous avons toute cette terre. Mais on ne pourra pas. Les terres ont besoin de gens qui travaillent les terres. Donc maintenant, nous voyons que ces ressources naturelles incluent aussi les enfants de la terre nourricière. Il y a là cette connexion. Ce qui nous a donné la vie nous connecte avec cette oppression maintenant. À travers les années, nous avons vu des familles qui ont été séparées à cause des eaux et des terres et des peuples autochtones dans l'île de la Tortue, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. On nous séparait à cause de la couleur de notre peau. Ça dépendait des couleurs de la peau. Ils allaient les envoyer en prison ou ils allaient être déplacés. Ce sont des histoires que j'espère que vous avez eu l'opportunité de l'étudier. Et donc, ça s'est passé ici où nous nous réunissons. C'est un endroit où nos ancêtres ont vécu et c'est l'endroit qu'ils ont aimé. Et où le fait d'avoir la paix, c'était une lutte. Mais on voulait maintenir la terre, on voulait maintenir la culture. Mais comme vous le savez, les esclaves et l'acquisition de la terre, c'était une question économique. Et donc, je vais vous donner un fragment. En 1850, il y a une étude qui a été faite à cette époque. La quantité
Enfin, on écrivait la quantité ou le montant du prix des esclaves, pas du travail, mais des personnes, par exemple. Ils mesuraient combien ils pouvaient mesurer ou combien d'heures ils pouvaient travailler. Il y avait donc 1 million de personnes et donc elles coûtaient 1 million de dollars. Après une cinquantaine d'années de faire le suivi de cette valeur, on peut voir que 4 millions de personnes valent 4 millions de dollars. Cela a créé une plus grande quantité de millionnaires dans le sud des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce jour long juin au Texas est une journée symbolique, mais vous ne savez pas que les personnes de l'Amérique centrale et que les ancêtres sont partis de la Floride. Ils sont partis des montagnes et ils sont allés au Texas pour rechercher cette unité. Alors la frontière a été établie pour les gens. Si on voit le Texas et le Mexique, nous voyons les communautés autochtones où il y a eu un endroit pour... enfin, c'était un endroit qui était un abri pour les personnes qui avaient été déplacées. Ces personnes elles sont allées vers le Mexique. Elles habitent dans un endroit qui est appelé la naissance des Noirs dans les montagnes du Mexique. Nous voyons les mêmes communautés qui vont vers cet endroit-là. Elles recherchent la liberté au Canada. Elles doivent laisser leurs frères et leurs sœurs. Et on va les emprisonner au Canada. Mais là, nous trouvons les gens qui ont réussi à s'échapper. Il y a quelques esclaves qui ont trouvé leur liberté. Nous sommes connectés. Nous ne sommes pas isolés. Nous observons que pendant cette époque de l'esclavage, il y avait ce système des récoltes. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Nous faisons ce travail. Nous n'avons pas des fantasmes, nous n'imaginons pas des choses. Nous sommes ici, nous sommes présents. Moi, je fais partie de la génération milléniale. Je suis cofondatrice d'une organisation et je connais très bien mon histoire et l'histoire de mon peuple. Ce système de plantation avait été créé et on sait que les États-Unis étaient considérés comme les rois du coton. Mais c'était en fait, c'était la première récolte dans ce système de plantation au Mexique. C'est vraiment très intéressant. La terre connecte les gens dans cette oppression. Mais on sait tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres plantations? Une fois qu'on avait les récoltes et une fois qu'on devait mettre ça sur les animaux, qui allait faire le processus de ce matériel? C'était les esclaves. Et une fois qu'on avait l'opération des plantes, le travail était fait par des esclaves. Et une fois qu'ils avaient cette récolte, alors regardez combien d'énergie. On parle de ces vérités. Mais est-ce que vous ne pensez que c'est intéressant que ces usines de production, aujourd'hui, ce sont des entreprises, c'est intéressant comment dans le passé, il y avait les mêmes entreprises. Et on se demande pourquoi beaucoup de ces personnes ont créé des corporations industrielles parce que ce sont les derniers qui pensent à protéger leur santé comme dans la pandémie. On se demande pourquoi on demande des paiements d'esclaves. D'où vient cette terminologie? C'est parce que ça a toujours été comme ça. C'était l'extraction de nos ressources naturelles et de la terre nourricière. Alors, en avançant dans le temps avec ce système de plantation, on écoutait les leaders qui disaient que les eaux étaient polluées, que les terres étaient polluées aussi, et que dans les années 60, Martin Luther King disait qu'il y avait de l'air qui était pollué et que les eaux étaient empoisonnées depuis ces temps. Et quelques années plus tard,
Le mouvement de la justice environnementale est né en signalant cette atrocité. Le 56% des personnes racialisées aux États-Unis vivent à 3000 de l'eau polluée. Ça peut être un site d'enfouissement ou peut-être à côté d'une usine industrielle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'après le système des plantations, ils ont traversé ces lignes parce qu'il y avait de la main-d'œuvre bon marché et que les gens acceptaient ces emplois parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Et pour cette raison, ce système avait été créé, le système des plantations et après de corporations. Dans cet espace, nous allons parler, nous allons dire que les jeunes sont les leaders. Nous sommes en train de corriger le passé. Il faut corriger ces atrocités dans les communautés parce que l'air est encore pollué. Nous pensons que c'est un problème seulement de justice environnementale, mais l'eau continue est encore polluée et l'air va, avec le vent, sera transporté alors tout le monde sera pollué. Il n'y a aucun respect aux communautés. Nous sommes tous connectés dans ce système d'oppression, mais aussi dans ce système de résistance. Alors, je rends honneur aux panélistes, je vais les nommer dans un certain moment et je suis fière de le travail qu'elles font. Et ce travail qu'on fait est possible grâce à l'administrateur Reagan. Elles doivent comprendre que nous sommes en train de corriger ce passé et ce présent. Nous sommes une organisation communautaire et nous travaillons avec votre équipe et nous vous parlons comme si c'était une réunion avec la famille. C'est ça ce que le gouvernement doit faire. Ils doivent se rapprocher des communautés à Sampson County et ils doivent donner 13 000 millions de dollars pour connecter ça avec l'eau potable. Ça nous a permis de les accompagner à Memesville. On a pu leur apporter de l'éducation et de créer une nouvelle usine de traitement des eaux après des années de ne pas avoir de l'eau propre. C'était ça ce qu'on a fait. Et vous avez honoré votre peuple et vos ancêtres. Et en vous souhaitant la bienvenue, j'aimerais vous dire que je suis fière de vous souhaiter la bienvenue à cet État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, parce que les gens ont de la sueur, des larmes. Et vous êtes la graine, vous faites partie de ce mouvement, vous êtes ici. Si vous aviez fait partie de cette équipe, une fois que vous reviendrez auprès de vos équipes qui ont fait la même chose, ils ont accepté leurs traditions autochtones. Parce que nous sommes le rêve de nos ancêtres. Et la justice sociale, c'est ça, c'est nous. Alors, en ce moment, je suis très fière de vous présenter la docteure Benjamin Travis, que j'ai connue il y a des années avec ma famille et qui lutte pour la justice. Benjamin Travis Jr., afro-américain, un leader afro-américain et ministre dans l'Église, journaliste, chimique, entrepreneur global et président et PDG de l'association de journaux basée à Washington. Chavis est le producteur exécutif et l'hôte de Chavis Chronicles qui est transmis et qui atteint 80 millions de foyers. La famille Chavis fait partie de ce mouvement depuis 250 ans. En tant que propriétaire de terres, éducateur, activiste, Benjamin Chavis Jr. est le petit-fils du premier Afro-Américain qui est allé à l'université de Princeton et c'était le premier à être ordonné en tant que ministre en 1989. Et dans les années 60, il a été le coordinateur de la jeunesse et
assistant du docteur Martin Luther King Jr. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Ce sujet traite sur la justice environnementale, n'est-ce pas? Alors, je veux signaler quelque chose. En 1982, le docteur Chavis a appelé chez lui, après il est allé dans une manifestation avec son peuple, avec Adam Bourne, et c'était la première personne qui a parlé de racisme environnemental pendant cette manifestation qu'il y a eu en Caroline du Nord. Et c'est grâce à son leadership que nous avons ce mouvement. Ils étaient tous en train de participer dans ce mouvement. Dolores, avec les personnes autochtones que je représente, la partie afro-américaine et autochtone, nous avons vu plein de communautés. Mais cette manifestation était très importante. Il fallait donc réunir ensemble et pas en silence. Je voulais signaler ça et donc je voulais mentionner ça. Donc, Chavis est donc le parrain du mouvement de justice environnementale qui aujourd'hui a évolué dans un mouvement mondial pour la justice climatique et environnementale et l'équité. Et enfin, j'aimerais dire que M. Chavis a 4 fils. Benjamin le troisième, John Mandela, Reginald Lewis, et 4 filles, Michelle, Paula, Ranida et Anna Elizabeth. C'est aussi un grand-père et un arrière-grand-père. Et c'est un grand honneur de lui souhaiter la bienvenue au podium. Bonsoir. Voilà, un applaudissement pour ces remarques liminaires. Cher administrateur, mes frères, mes sœurs, chers membres du panel, je remercie Dieu, je remercie le Créateur de me donner l'occasion et la responsabilité de participer à cette conférence internationale. Daniel, beau travail avec la CCE. Je suis un prêcheur. Donc voilà, j'ai tendance à prendre du temps pour me chauffer, mais je sais que le temps est essentiel. Et c'est pourquoi je vais rapidement vous présenter celui qui, d'après moi, est le meilleur administrateur de l'EPA, pas seulement dans l'histoire des États-Unis, mais dans l'histoire du monde. Je parle de Michael Reagan. Michael, merci d'être ici. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est intitulé « Combler l'écart, une conversation sur la lutte générationnelle en faveur de la justice environnementale ». À chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je parle à partir des vérités que je connais. J'ai 76 ans aujourd'hui, et une chose que je sais, c'est que nous faisons tous partie d'une même famille, la famille humaine. Et c'est au nom de cette humanité commune, c'est la négation de cette humanité commune qui donne lieu au racisme, à l'oppression, à l'exploitation, qui donne lieu à la destruction de l'environnement. J'aimerais également dire que lorsque les gens s'unissent, donc en dépassant les divisions religieuses, ethniques, raciales, linguistiques, en dépassant les barrières géographiques et nationales, lorsque nous rassemblons, comme c'est le cas aujourd'hui, voilà, il faut le faire pour tenter d'améliorer les choses.
Monsieur Reagan, à partir de au cours de ma carrière pour les droits civils, j'ai été arrêté 67 fois. La dernière chose que je veux, c'est de me faire arrêter encore une fois chez moi en Caroline du Nord. Mais en 1982, c'était arrivé. J'ai été arrêté puisque quand j'avais appris que l'État avait décidé de déverser des tonnes de PCB, donc de produits toxiques, dans une décharge se trouvant dans un comté à majorité noire, le comté de Warren. Voilà, donc le comté à plus forte population noire. Il s'agit aussi d'une communauté rurale, agricole. Donc voilà, donc le dernier endroit où il faudrait creuser un trou pour aller jeter des produits toxiques. Et donc nous avons encore une fois dû manifester, certains ont dû aller en prison, et c'est dans la prison du comté de Warren, une nuit, que j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à prendre des notes. Et c'est là où j'ai établi la définition de la justice, de ce qu'est la justice environnementale. Et je ne me préoccupe pas que du comté de Warren. Et je pensais à l'ensemble des comtés. Je ne pensais pas seulement aux États-Unis, je pensais à l'ensemble de la planète. C'est pourquoi je suis tellement content de voir le Canada, les États-Unis et le Mexique faire des bonnes choses ensemble. Prendre des actions transformatrices ensemble. Et le fait que vous ayez organisé un panel jeunesse donc, suscite un espoir renouvelé. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, mais au-delà de ça, la jeunesse du monde entier, veulent transformer ce monde pour en faire un monde meilleur. Certains des premiers champions de la lutte climatique étaient des jeunes. Donc, il n'y a pas eu que moi qui avait été arrêté dans le comté de Warren. Il y avait 500 personnes l'avaient été, la plupart d'entre eux des femmes et des enfants. 500 arrestations. Certains des enfants qui tentaient de bloquer les camions, donc ces enfants à l'époque, ne sont déjà plus de ce monde puisqu'ils ont connu une mort précoce à cause de l'exposition aux produits chimiques. Donc voilà, cette lutte, c'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'on parle de changement climatique on parle d'une lutte à mort. Voilà, si vous ne rappelez qu'une chose de ce que je vais vous dire, c'est la suivante. Nous devons choisir la vie contre les destructions des entreprises ou certains gouvernements qui se fichent de la population. J'ai eu la chance pendant l'administration Clinton d'appartenir à l'équipe de transition écologique. Donc à l'époque, je connaissais bien le vice-président Al Gore et au Congrès, nous avons fait passer une loi de justice environnementale. Nous avons voulu le faire, malheureusement. Il n'y avait pas eu suffisamment de sénateurs prêts à faire passer cette loi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais féliciter et remercier le Canada pour avoir fait passer une loi de justice environnementale. Un applaudissement pour le Canada. Les politiques et les lois sont importantes. La vraie difficulté, c'est de s'assurer que les décideurs reçoivent des informations des populations concernées par leur politique.
Parfois, le mouvement de justice environnementale est caricaturé comme une bande de manifestants. Nous sommes une bande de manifestants. Mais lorsque nous manifestons, nous le faisons pour que les gens obtiennent une meilleure qualité de vie. Nous manifestons pour que les populations aient une eau de qualité. Nous manifestons parce que nous voulons que tout le monde puisse respirer un air qui ne soit pas pollué. À New York, le 60% des enfants souffrent d'asthme, un asthme causé par la mauvaise qualité de l'air. Et par rapport au Canada, bon, vu qu'il s'agit on parle des trois pays, donc il s'agit d'envisager l'ensemble de notre région. Mais malgré les juridictions différentes, nous ne formons qu'un seul peuple. Et comme j'aime toujours rendre hommage à mes frères et mes sœurs autochtones, puisque notre relation Salut notre relation. En 1991, nous avions adopté ensemble 17 principes de justice environnementale. Le premier d'entre eux établit la dimension sacrée, le caractère sacré de la Terre, notre mère la Terre. La politique concernant la Terre, ou l'économie de la Terre, la sacralité de la Terre. Puisque si on ne reconnaît pas en respectant la dimension sacrée de la Terre, ceci aura une influence sur notre politique et sur notre économie. Aujourd'hui, nous avons des avocats, des scientifiques, des fonctionnaires, des militants pour la justice sociale, nous avons des leaders communautaires qui se battent autour de ces questions depuis des décennies. Comme je disais hier soir à Daniel, je lui disais je suis optimiste. Il me disait qu'est-ce qui te rend optimiste? Je lui dis je suis optimiste parce que lorsqu'on vient ici, on ne vient pas juste ici pour socialiser. On est venu ici, je l'espère, pour ressortir d'ici avec un agenda qui nous aidera à faire avancer et à augmenter l'efficacité du mouvement de justice environnementale partout dans le monde. Voilà. C'est bon de savoir que ce qu'on a fait il y a plusieurs décennies n'a pas été fait en vain. À l'époque, j'étais un jeune chimiste. Je n'avais pas l'intention de devenir pasteur. Mais en 1968, Martin Luther King a été assassiné à Memphis pour avoir tenté d'organiser les éboueurs, et à Memphis, dans le Tennessee, un État où ces travailleurs étaient considérés comme jetables. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, c'est là que j'ai décidé qu'une fois que je finirai mes études de chimiste, je deviendrai pasteur. Parce que ce qu'on a vu d'une génération à l'autre, c'est que chaque génération doit être à la hauteur de la tâche. Mais je voulais dire aux jeunes, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue.
On doit apprendre de nos pères, mais pas forcément refaire ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas le faire lorsque des révisionnistes tels que le gouverneur de Floride commencent à interdire les livres. Impossible de propager la vérité. Cependant, nous avons besoin de la vérité dans nos propres langages. Et la vérité, c'est que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous faisons tous partie une seule et même famille humaine. Vous savez, j'enseignais à l'époque dans l'université Duke et j'ai choqué mes étudiants le premier jour en leur disant « Devinez ce qu'on a en commun ». Et ils ont regardé, on a des étudiants. Et non. C'est non, ce qu'on a en commun, c'est qu'on fait tous partie d'une même famille humaine. La plus grande tragédie depuis la nuit des temps, c'est que l'humanité ne se rende pas compte justement de son unité. Et voilà, c'est en refusant de voir ceci que l'on refuse de voir pour ce qu'elle est la création du Seigneur. Les différents continents font partie d'une même terre. Et donc, le mouvement de justice environnementale a réussi à sortir du comté de Warren à cause du sacrifice des militants qui a permis d'attirer l'attention des médias. Et grâce à cela, on a commencé à avoir des nouvelles du sud-ouest américain, de gens du nord-ouest, de gens de différentes parties du sud pour nous dire « Ah, chez nous aussi, ils viennent jeter des déchets dans nos communautés. » Et nous aussi, nous voulons nous défendre. C'est comme ça qu'on a commencé à créer des liens, et pas seulement autour de notre travail, mais nous avons appris très tôt qu'il était important d'articuler ces liens. Pas seulement le savoir, mais comment articuler, comment rendre compte justement de cette interconnexion. Parce qu'au cours des années 80, le président Ronald Reagan était au pouvoir, et l'EPA, dans les années 80, l'EPA même s'opposait au concept même de justice environnementale. Je disais au directeur de l'EPA de l'époque, on nous disait, oui, vous n'avez même pas de preuves pour affirmer ce que vous affirmez. C'est pourquoi donc on a eu de l'argent pour faire une étude statistique qui couvrait l'ensemble du territoire américain, Alaska inclus. Et qu'est-ce qu'on tentait de trouver à travers ces données? Et nous, ce qu'on voulait établir, c'est s'il y avait un lien entre ces différents endroits où des communautés de couleurs voyaient leur communauté polluée. Et grâce à ces recherches, on a pu voir que le facteur numéro 1 aux États-Unis, c'était la race. Ce n'était pas la pauvreté. On n'allait pas jeter ces déchets parce que ces gens étaient pauvres, mais à cause de leur race. Et donc cette étude qui remonte à 1987 est une étude qui constitue un jalon. Mais vous devez savoir que lorsque le premier mouvement de défense de l'environnement n'était pas favorable aux premiers militants de nos communautés. Et donc, nous les avons invités, puisqu'il s'agissait d'apprendre. Il ne s'agissait pas de lutter, d'opposer un groupe racial contre un autre.
puisqu'il s'agit, pour sauver la planète, il faut se préoccuper pour tout le monde et toutes les communautés. Et c'est pourquoi je sais que ces militants du panel qui se trouve ici, ce sont eux qui doivent être salués. Ils affrontent de grandes difficultés, mais ont aussi de nombreuses opportunités. Notre travail consiste à leur donner tout ce dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail, afin qu'ils puissent réaliser des changements réels pour leur communauté, des communautés qui parfois ont perdu l'espoir. Et donc à partir de cette conférence pourrait émerger un espoir renouvelé, une détermination renouvelée pour poursuivre le combat. Et enfin, j'aimerais dire que oui, nous devons nous battre pour la justice environnementale. Lorsqu'on se bat, ensuite, on a une position pour négocier. Si on ne se bat pas, il n'y a pas de négociation. Dans l'ensemble de nos communautés, tant au Canada qu'aux États-Unis, au Mexique, nous devons nous battre pour la justice. Nous devons nous battre pour l'égalité, nous devons nous battre pour l'équité, et nous devons nous battre pour réaffirmer l'unité de l'humanité. Je vous remercie. J'ai à présent le plaisir et l'honneur de vous présenter, même s'il n'y a pas besoin de présentation, d'être présenté. L'EPA n'a jamais été aussi bien dirigé. L'EPA n'a jamais connu un leader aussi visionnaire qui provient du milieu communautaire lui-même, quelqu'un qui connaît ces réalités de terrain. J'aimerais remercier le président Biden pour avoir donné à Michael Reagan cette opportunité. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Ceux qui votent, qui ont le droit de vote ici aux États-Unis, nous devons nous assurer d'aller tous voter en novembre, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser un homme contre l'environnement retourner à la Maison-Blanche. Voilà, j'espère qu'on n'est pas censé parler de politique ici, mais voilà, je veux quand même vous dire que Donald Trump est une menace non seulement pour la démocratie, mais aussi une menace pour l'environnement, une menace pour le climat. Et je veux vous dire également une menace pour l'humanité. C'est pourquoi j'aimerais à présent recevoir sur scène un leader transformateur, quelqu'un qui fait vraiment quelque chose de bien au sein de l'EPA, M. Michael Reagan, administrateur de l'EPA. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout a été dit. Donc c'est pourquoi je serai bref. Commencer en remerciant M. Chavis pour ses paroles si inspirantes. Nous sommes tous les produits d'un environnement et les années 80 étaient des années intéressantes. Je peux le dire. Parce que moi, en 82, j'avais 6 ans. À une époque où, à 5 heures, les gens se rassemblaient encore pour dîner ensemble. Et je me rappelle de mes parents qui regardaient les formations et qui soutenaient ces militants de Caroline du Nord qui s'opposaient au pouvoir. Donc merci, M. Chavis, pour ces inspirants. Au début des années 80, voilà, où Jesse Jackson était suffisamment fou pour se présenter à la présidence. Je me rappelle de sa campagne qu'il avait un slogan qui disait « Je suis quelqu'un ». Et je crois que quand vous entendez quelqu'un à la télé dire
et qui est quelqu'un qui vous ressemble et qui dit « je suis quelqu'un », ben ça fait une impression. Et donc, lorsque Jesse Jackson s'est rendu en Caroline du Nord, j'ai eu la chance d'être inspiré en faveur de la justice environnementale. Ceci a lieu dans mes années formatrices. Et donc, j'ai été passionné par la protection de l'environnement, de la santé publique et le lien entre ces deux éléments, donc pour la justice environnementale. C'est pourquoi je comprends l'opportunité que vous, les jeunes, avez de commencer très tôt afin de pouvoir méditer un certain nombre de réflexions. Mais il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas les premiers. Il est important que vous connaissiez votre histoire pour pouvoir poursuivre le combat de M. Chavis et de ceux qui l'accompagnaient. Donc c'est l'occasion d'apprendre pour faire les choses correctement, donc en évitant de reproduire les erreurs du passé. Alors que M. Chavis... voir M. Chavis venir nous parler, toujours prêt à risquer sa liberté, et encore plus important, être prêt à faire de la place à la jeunesse, ça aussi c'est très important. Je me sens également très inspiré par la professeure Whittington, par l'intensité de son discours, le temps qu'elle a pris pour étudier. Et la passion de son message, il est inspirant de voir qu'en tant que leader, la Meshia Whittington est toujours prête à s'impliquer et à aider face à tout type de problème. Donc, la Meshia, merci pour votre leadership. Merci également pour votre fierté de vos origines. Donc, le thème de notre réunion d'aujourd'hui, c'est combler l'écart. Et ce que j'aimerais simplement dire, c'est que lorsque je pense à M. Chavis, qui avoir été arrêté, mis en prison, avoir pris des risques personnels, lorsque je pense à l'implication de la Meshia, en faveur de la justice et de l'inclusion, je me demande quelle est ma place au milieu de tout ça. Et en tant que premier homme noir à la tête de l'EPA, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas oublié cela, et chaque matin, lorsque je me lève, je me demande comment jouer mon rôle de leader, mais je pense également à mes compatriotes de Caroline du Nord qui ont été impactés par ce qui s'y est passé. Donc je crois que la jeunesse doit comprendre son rôle. Voilà, être révolté, c'est une chose, c'est bien, mais c'est une chose. Mais vous devez également, au-delà de votre révolte, comprendre que vous avez un rôle à jouer. Le nombre est important, c'est pourquoi comprendre bien votre rôle et la manière de vous attaquer au pouvoir est extrêmement important puisque l'urgence climatique est ici, maintenant, nous n'avons pas de temps à perdre. Et je crois que à l'heure où vous débattez de ces questions, je vous demande de bien comprendre que vous avez tous beaucoup de choses à dire et à partager, mais ouvrez grandes vos oreilles puisque vous avez aussi beaucoup à apprendre, puisque nous avons besoin de tirer profit de l'ensemble de ces informations si nous voulons y arriver. Et nous devons nous attaquer à ces problèmes à tous les niveaux, qu'il s'agisse de le faire à travers le militantisme, les actions philanthropiques, à travers la loi et la justice ou à travers la politique. Voilà, les jeunes doivent
infiltrer l'ensemble des niveaux mentionnés afin voilà, de pouvoir tirer profit de votre pouvoir. Il s'agit de comprendre comment saisir le pouvoir. Le pouvoir et les ressources peuvent déboucher sur des actions. Donc je remercie M. Chavis, Mme Whittington. Donc voilà. Et vous les jeunes, eh bien, soyez là pour partager, mais aussi pour étudier. Et je vous demande aussi de réfléchir de manière collective. Vous êtes un mouvement, comment tirer profit de ce moment? La chose, c'est ce que je veux dire, que c'est un honneur de travailler pour le président Biden, le premier président, à avoir prononcé le terme de justice environnementale dans son discours sur l'état de l'Union. Un président qui a tiré 3 milliards de dollars en faveur de la justice climatique et environnementale. Ces milliards de dollars transformés en subventions vont venir financer des associations. Certaines d'entre elles présentes ici, et nous savons que grâce à l'accès aux ressources, c'est comme ça que vous pouvez commencer à apporter des solutions. Le moment est venu, la situation est urgente, les jeunes ont beaucoup d'énergie, et il y a aussi des gens prêts à vous faire place pour... donc, allons-y maintenant. Très bien, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos panélistes. D'abord, en représentation du Canada, Iman A. Berry, cofondatrice de Green UNMA, Katia Forge, codirectrice de Sustainable Youth Canada et membre du Conseil des jeunes ECCC. En représentation des États-Unis, Cameron A. Oglesby, défenseuse en justice environnementale et narratrice, Colton Buckley, directeur général national de l'Association de conservation de ressources et de développement, en représentation du Mexique, et en ligne, Fatima Zuniga, étudiante en ingénierie de ressources naturelles renouvelables de l'Université autonome de Chapingo. Et aussi en ligne, nous avons avec nous Sagnité Acosta, cofondatrice et codirigeante de Legaya. Bienvenue. On les applaudit, s'il vous plaît. J'allais remercier aussi. Donc, vous voyez que j'ai tous mes dispositifs. J'aimerais remercier toutes les personnes qui font partie de l'organisation. Et on commence. Alors, c'est une question. Pour qui voudra commencer, racontez-nous un petit peu sur vos antécédents. Comment est-ce que cette passion pour la protection de l'environnement est commencée? Qu'est-ce qui vous a motivé pour commencer à travailler dans le monde de l'environnement? Qui voudrait commencer? Bonjour à tous. Howdy, comme on le dit dans l'État de Texas. Je suis le directeur général et l'administrateur de l'Association nationale de conservation des ressources et des conseils de développement dans l'année 62 et jusqu'à 2011. Ça faisait partie du département de l'agriculture des États-Unis. Moi, je représente une ONG de 180 conseils qui se trouvent dans 39 États, presque 40 États, qui travaillent dans l'éducation environnementale, le développement communautaire. Ma passion, puisque j'ai grandi dans la ferme de mes grands-parents à 1h30 d'Austin,
On travaillait avec le bétail, avec mes grands-parents, je pêchais, on chassait. Et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de pays qui avaient beaucoup de religions, d'idéologies, mais il y a une seule planète Terre qu'on appelle notre maison. Alors, si on l'appelle notre foyer, c'est ça ce qui m'a poussé à faire ce travail. J'ai une licence en développement agricole et j'ai travaillé dans des politiques. Moi, je fais partie des personnes qui vont réduire ces lacunes et qui représentent les hommes et les femmes, et je parle de cette représentation auprès des gouvernements en Amérique du Nord. D'accord? On continue dans cet ordre et après on continuera avec Fatima et Suniga. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre? Est-ce que vous m'entendez? Excellent. Merci. Alors, bonjour. Je suis Cameron. C'est un plaisir de vous connaître. Je vais vous parler de ma motivation. Je suis la seule qui n'a pas d'études universitaires formelles. J'aimerais vous raconter un petit peu plus sur ma carrière, après de vous parler sur comment j'ai commencé à travailler sur ce sujet. En termes plus courants, enfin, ma famille est la propriétaire d'une ferme depuis il y a 100 ans. Je vous dis ça parce que moi, je me rappelle d'avoir été pendant les week-ends dans cette ferme. Je cultivais cette relation ancestrale et traditionnelle. C'est enterré pour la communauté. Et tu seras d'accord avec moi? On pouvait voir ces relations avec la terre et avec la famille. C'est quelque chose que nous voyons lorsque nous grandissons dans un terrain où la famille est placée et c'est quelque chose qui n'est pas si commun, le fait d'avoir des terres pendant autant de temps. Du moins, c'est quelque chose qui n'est pas commun aux États-Unis. Je suis très fière de travailler avec des communautés dans différentes communautés qui sont très similaires à la mienne. Ce sont des personnes qui ont des relations très similaires à la terre et qui ont dû lutter contre l'injustice et le racisme environnemental dans des communautés noires comme ma famille. Alors, la justice environnementale est dans mes veines aussi parce que ma famille est très grande. Mon oncle, c'est la seule personne qui travaille dans ce même sujet, dans le mouvement environnemental. Moi, j'ai suivi ses pas, aussi les pas ou le chemin de mes grands-parents en ce qui concerne le travail avec la terre et comment je fais tout ce travail. Comme on l'avait déjà dit, moi, c'est une longue histoire. Je suis une journaliste, mais les sujets que j'aborde, c'est la justice environnementale et les sujets environnementaux en Caroline du Nord, mais un petit peu partout aux États-Unis. Je fais de l'exploration géographique et je suis reconnue par l'Institution de l'éducation environnementale. J'ai reçu des prix pour les histoires que j'ai racontées en documentant ces récits. Nous parlons des connexions avec les communautés noires et autochtones dans les États-Unis. Je fais partie d'une initiative, d'une organisation fondée ici à Caroline du Nord qui est reliée avec l'énergie, l'infrastructure, mais aussi avec l'équipe d'action dans le comté de Warren, où je travaille sur plusieurs programmes avec eux. Ça fait partie du mouvement de la justice environnementale. Je travaille sur plein de sujets avec Chavis. Nous travaillons dans un livre sur le racisme. Nous voulons aussi réduire ces lacunes dans les médias en ce qui concerne la couverture de ces sujets de justice environnementale aux États-Unis. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec vous pour répondre à la première question. Quelle est votre éducation et quelle est votre passion pour protéger l'environnement et qu'est-ce qui vous a motivé pour
travailler dans ce domaine? Fatima. On n'a pas de son. Fatima, on ne vous entend, on ne t'entend pas. On t'entend, Fatima. Sinon, on revient avec les présentations. On reviendra aux personnes qui sont en ligne, d'accord? Plus tard, quand ce problème de son sera arrangé. D'accord, je m'appelle Iman Berry. Je suis de l'Ontario, au Canada. Je vais vous parler de la justice environnementale. Je suis cofondatrice de Green Home et j'aimerais vous raconter comment nous avons commencé. Mes amis et moi, nous travaillons dans des campagnes pendant les élections et en particulier, on travaillait dans des campagnes dans les comités canadiens. Ma famille et moi, nous sommes des immigrants. Alors, pendant qu'on était dans cette communauté qui était marginalisée, ils avaient ces conversations politiques. On s'est rendu compte que plein de questions qu'on nous posait pendant qu'on était dans ces campagnes nous parlaient de politique et d'environnement. Et alors, on ne parlait pas de changement climatique ou de durabilité. Alors, on voulait parler de ces sujets avec la communauté musulmane. Donc, nous avons commencé avec ça. On voulait raccourcir cette lacune entre la religion, le climat et la durabilité. Une fois qu'on avait ce programme, on était en contact avec une centaine d'étudiants au Canada. On s'est rendu compte qu'on n'était pas la seule communauté qui faisait ça. Il y a plein de communautés qui ont cette même ou ce manque de connexion en ce qui concerne les ressources environnementales. Et pour cette raison, il y a cette éducation environnementale avec des étudiants au Canada. Et nous avons des cours pour créer cette connexion avec la Terre. Comment je me suis intéressée? Je pense à ça tout le temps. Comment penser à l'environnement? Il y a des politiques. Je suis en train de voir un film qui s'appelle Le jour après-demain. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un film et il y a une conférence à Delhi, en Inde. Il commence à neiger dans cette zone à côté de la salle de conférence. Alors, il faut comprendre ça. Il y a des données parallèles à nos vies quotidiennes. Comment est-ce que les gens priorisent l'économie et on priorise d'autres choses au lieu de prioriser l'environnement? Je pense que cela commence avec le travail communautaire que nous faisons sur le terrain et ce travail merveilleux que tous les autres panélistes sont en train de faire aussi. D'accord? Je vais donner la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par Buenos días. vous remercier pour les messages d'entrée. Megan, Dr. Chavez, Lemisha, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant d'être introduit avec tout l'historique des choses qui se sont passées ici aux États-Unis, puis d'activistes et ça qui ont fait du travail pendant tellement d'années. Donc, je trouve que c'est vraiment inspirant pour commencer cette conversation. Un peu plus sur moi. Je viens de Montréal, ou Tiohtià:ke, territoire de Kanien'kehá:ka, un lieu de rencontre aussi de plusieurs nations. Comment je me suis intéressée à l'environnement? Je pense que c'est parti un peu d'un amour, d'une curiosité pour notre environnement, pour les arbres. J'ai toujours voulu apprendre un peu plus. Puis ça m'a amené à aller étudier, faire mon bac en environnement. Puis là, je pense que ça m'a vraiment frappée. C'est un peu là que j'ai appris beaucoup plus sur la crise climatique, les crises de justice environnementale, à quel point ça affecte les communautés, les industries extractives.
qui impactent les communautés. Puis c'est un peu vraiment rendu vraiment éco-anxieuse, là, c'est un peu quelque chose qu'on parle. D'apprendre tout ça, puis après, pas vraiment savoir quoi faire avec cette information sur comment agir. Donc là, ça m'a mené à m'impliquer dans un organisme qui s'appelle Écosystème Jeunesse Canada. Donc, avec ma meilleure amie, on a parti une branche à Montréal. Puis après ça, ça a grandi, puis on est rendu maintenant au niveau national. Mais en gros, c'est une organisation jeunesse un peu partout à travers le Canada, avec différentes branches. Puis c'est vraiment juste des jeunes qui, justement, veulent s'impliquer dans leur communauté, puis qui se rassemblent ensemble pour pouvoir avoir un plus grand impact. Donc, on a vraiment des initiatives au niveau local. Donc, c'est pour dire, oui, en tant que jeune, on n'est pas juste la génération du futur, mais on peut faire une différence aujourd'hui. Donc, d'aller voir c'est quoi justement les enjeux de différentes communautés qui sont vraiment différents, puis après essayer d'aller faire des actions à ce niveau-là. Fait qu'on a à Montréal, par exemple, ils sont vraiment intéressés sur la sécurité alimentaire. Ils sont en train de faire un gros projet là-dessus. Sinon, à York, on avait une jeune. On a beaucoup qui sont des jeunes au secondaire aussi. Fait que c'est vraiment des jeunes qui, c'est un peu leur premier pas dans leur engagement. On a eu des gros feux de forêt l'année passée, par exemple, qui je pense qu'on n'est pas assez sensibilisés à ces enjeux-là, qui a fait une grosse campagne là-dessus. Donc, on a des activités vraiment plus locales. Puis après ça, on se réunit aussi ensemble pour pouvoir amplifier la voix des jeunes plus au niveau des politiques publiques. Donc, essayer d'avoir plus un impact, donc de participer aux consultations du gouvernement, puis participer à des événements comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui m'a ensuite amené à faire partie du premier conseil jeunesse d'environnement et changement climatique Canada, qui m'a amené ici aujourd'hui. Donc, on est un groupe de 10 jeunes de partout à travers le Canada, 10 jeunes leaders vraiment cool. C'est vraiment un honneur de pouvoir d'être entouré de tellement de jeunes qui font une différence. Puis ça fait 2 ans qu'on est là, puis c'est beaucoup de la consultation. Donc, ça va être on a consulté sur plein de différentes politiques. Donc, justement, la loi qui vient de passer sur le racisme environnemental ou le droit à un environnement sain au Canada. On a participé à la COP 15 sur la biodiversité, sur les changements climatiques, avec plein de différents sujets parce que à différents niveaux d'évolution des politiques publiques, ben, les gens du gouvernement peuvent venir prendre la vie des jeunes un petit peu pour prendre le pouls. C'est un peu pour ça que je suis là. Puis je dirais aussi, sinon, dans mes études, j'ai travaillé, je fais ma maîtrise au Panama en biologie. Je travaille dans une communauté autochtone là-bas sur un projet de reforestation. Puis je pense que ça, c'est aussi un autre des gros enjeux qui m'intéresse. Là, moi, je suis de descendance européenne, mais je pense que ça m'a vraiment fait comprendre à quel point la lutte environnementale doit se faire de pair avec la reconnaissance des droits autochtones. Fait que c'est un travail que j'essaie de travailler là-dedans encore. Merci. Nous sommes vraiment très fiers de t'avoir parmi nous aujourd'hui, en représentant le Canada, mais aussi en représentant tout ce projet que vous avez pu faire ensemble. Donc, évidemment, nous avons écouté grâce à la traduction, mais merci de représenter ce projet alors. J'aimerais revenir aux personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas si nous avons l'audio maintenant. On peut vous voir, du moins on peut vous voir, mais on espère avoir du son. Je ne sais pas si vous avez des questions. Listo, ¿me escuchan? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Regresando a la pregunta, Très bien. Et pour répondre à ta question, j'avais déjà dit d'où je viens. Je suis Fatima Zúñiga. J'appartiens à la communauté autochtone Tzotzili. J'habite au Chiapas. Les sujets environnementaux, enfin, je ne les connaissais pas auparavant. Je voyais tout simplement les conséquences de l'altération des écosystèmes et du changement climatique dans ma communauté. Je voyais la perte des récoltes et de l'intégration du cycle des pluies. En ce moment, je ne savais pas quelle était la cause réelle. Cependant, lorsque je suis entrée à l'université et que j'ai décidé d'étudier une licence reliée à l'environnement, j'ai eu l'opportunité de parler à des gens qui travaillent dans ce domaine et ils m'ont transmis cette passion. Mais aussi, j'étais très préoccupée en voyant cette réalité
cette réalité que je voyais devant mes yeux. Les ressources naturelles étaient consommées par des entreprises. Les emplois n'étaient pas bien payés, les emplois dans les communautés. Et il y avait cette violation des droits humains. En ce moment, il y a une grande perte de biodiversité. Dans des endroits où avant on voyait des oiseaux qui chantaient, il y a cette perte de la biodiversité. Alors c'était ce que je pensais au début et même maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? C'était ça le mot qui était ma motivation pour commencer à entrer dans ce sujet. Merci beaucoup pour représenter ta communauté autochtone et merci pour tout ce travail que tu es en train de faire et tout ce qui est relié au cycle de la pluie et tout ce travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais vraiment vous honorer et merci beaucoup pour faire ce travail. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole à Sagnité. Et aussi, j'aimerais vous dire, si vous avez besoin de la traduction, il y a en fait une personne qui pourra vous donner le dispositif. Donc, nous avons ces personnes formidables. D'accord, vous pouvez demander l'appareil de traduction. D'accord, merci. Sagnité, est-ce que tu peux répondre à la même question? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Je vous salue tous. Je suis de la ville de Mexico, d'une organisation qui s'appelle les Gaia. Nous faisons du tissage. On s'excuse, le son est très mauvais. Il s'agit d'articuler l'activisme de justice environnementale avec les communautés. Moi, je viens d'une ville. Alors, plutôt qu'une passion pour la protection de l'environnement, c'est plutôt la lutte pour protéger l'environnement. C'est un besoin que nous avons. Pour le bien-être des communautés les plus affectées, dans mon cas, c'était une décision. Mais c'est aussi de la politique. Nous avons des personnes qui sont sensibles. Ce système capitaliste nous déconnecte de notre sensibilité. On s'excuse, le son est trop mauvais. Nous avons commencé par travailler dans les espaces universitaires. Et donc, on travaillait dans l'académie, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas arriver trop loin si on restait entre ces quatre murs. La plupart de mes camarades ont étudié les relations internationales, donc on est vraiment très intéressés, mais nous savons très bien qu'il faut agir depuis les villes. Merci. And again, a pleasure to have you here and just sharing just what your learnings are, both of what you've had to overcome at the university level and then joining in order to fight on behalf of your communities and others. Vous travaillez pour vos communautés. Alors, question suivante. J'espère que ce sera plutôt une conversation. Et répondez si quelque chose vous vient à l'esprit. J'aimerais qu'on ait une conversation.
Comment est-ce que le mouvement environnemental a évolué Oh, selon ce que tu as sorry. vu? So I'm actually actively writing about this right now, which is one of the reasons I wanted to converse on J'écris this. un At livre least in the là-dessus pour United plusieurs raisons. States, in my lifetime, Du and moins aux at least États-Unis, at this pendant point toute where ma I vie, was extremely conscious of environmentalism and environmental j'étais justice très and the distinction consciente between the two movements. Because I sur do la want to make a justice distinction between environnementale the environmental movement and the et environmental l'environnement justice movement in et this la country. distinction entre ces deux, I puisque think ce the sont deux biggest choses moment that I've différentes dans noticed ce pays. was in Je 2020, pense que the sort of le racial moment le reckoning plus that people important, aren't c'était en familiar 2020, after the murder of an unarmed black man, après George Floyd, l'assassinat by police officers in d'un homme Minneapolis. And the reason I flag that is because qui a été assassiné following à that cause de la racial police à reckoning, there Minneapolis. were movements in the fight for Black Mais lives après that sort ça, of il trickled y a eu des into the mouvements environmental movement in a way that created comme a celui de Black recognition Lives in Matter. environmentalism in this country. Et I think the ça purpose of the environmental justice movement and its a birth back in amélioré cette 1982 connaissance sur le manque de was to justice. push environmentalism to reckon with its lack of a Et en foundation 2018, in justice, in human rights, in civil rights, il y in avait des equity, right? mouvements de And for justice some reason, civils et sociaux. it has sort of stayed on track in failing to shift its foundations towards people and planet. Et donc, and pour sort une of raison, interconnecting on with n'a the pas inherited- pu the changer inherent cette interconnectedness attention vers les between gens et les people, connexions between, qu'il existe entre les communities of personnes color and nature de and couleur ecosystem. et cette But in nature dans les 2020, écosystèmes. Mais en we saw a 2030, renewed push nous avons for vu ce mouvement equitable renouvelé environmentalism. I pour heard someone from intersectional l'environnement équitable. Nous avons environmentalism vu post quelqu'un tweet yesterday, and d'hier intersectional hier environmentalism was qui popularized travaillait as a term sur in le 2020 terme following the Black Lives d'environnement. Matter On avait movement, dit comment following ce this terme racial avait été reckoning devenu that not only extended in populaire, the United States, but to international movements non pas seulement aux for États-Unis, mais on a parlé de racial mouvements justice and internationaux for pour la environmental justice justice. So where I've seen raciale the et pour la justice environmental movement environnementale. Donc, nous avons vu articulating ces mouvements in environnementaux this larger question of et what qui does répondent à cette question it beaucoup mean to plus be an large environmentalist and what does it mean to be an equitable sur environmentalist, la understanding that we can no signification longer d'être separate our un relationship militant between people and planet. sur We are l'environnement et interconnected. sur la I race. think On ne peut Lanisha pas spoke to it séparer cette beautifully, the relation sort of idea of like puisque Mother tout Earth, cela right? est connecté et on est Very aussi much connecté à la depend terre on nourricière. Mother Nous Earth dépendons to de la terre take nourricière care of us, and she depends on qui us to prend soin take de care of nous her. et nous And devons prendre environmentalism soin in d'elle. communities unfortunately Et never sees the what's the saying? The like rough end of the stick on that one. For Et donc, on generations, peut voir as a result of a ça movement that has failed to de façon adequately consider intergénérationnelle. C'est le résultat d'un environmentalism mouvement as qui a something travaillé between people sur and planet. I think they're ce côté reckoning with that now environnemental. Je pense qu'on pourra a little bit. I think reconnaître they could do ça. better, Je pense but that is que where I saw nous this nous sommes major améliorés, shift mais il in s'agit d'un environmentalism changement as a movement and one that très bridges a little important bit more dans to le the mouvement conversation that we've been having environnemental et in the dans ces United States conversations que nous and avons also aux États-Unis. I know it's spread internationally, but Et I'm je speaking a sais little more specifically to the United States qu'au context. niveau international, Okay. c'est la même chose, mais moi, je vais parler plutôt des États-Unis. Amazing, thank you. So Formidable, I was born merci. in 2001. Alors moi, je suis née I think my entire life, en how I've 2001. seen Je the pense environmental movement que pendant has toute ma been vie, a j'ai vu battle comment, between dans le taking mouvement environnemental, on avait cette environmental lutte action entre les actions and other environnementales et concerns. d'autres These other préoccupations. concerns are Ces the autres economic préoccupations factors, these other avaient concerns d'autres are the other facteurs issues. et But d'autres problèmes. as we are talking about Mais intersectional pendant environmentalism, qu'on I think parle du mouvement environnemental encompasses every intersectionnel, single aspect of je our pense que life. nous avons ces deux Environmental aspects action impacts every single et aspect nous of our life. voyons que ces So I think actions ont where des this impacts dans really toute notre vie. took place is after the signing of the Kyoto Agreement. Alors, je pense The qu'après US did not l'accord de operationalize Kyoto, the Kyoto Agreement, citing economic concerns again, il y avait des citing préoccupations concerns économiques such as developed countries and developing dans countries les and the pays en voie de inequity between développement et who's les taking pays the brunt of développés the blame. I think qui ne voulaient this pas is what assumer I la see faute. two major themes. First, I Ce sont think deux sujets principaux. Je pense que d'abord l'inéquité environnementale, c'est un gros sujet. Dans nos pays, de façon plus spécifique, nous avons vu ces équités qui ont lieu en Caroline du Nord, dans les États-Unis et au Mexique, et un petit peu partout dans le monde. Le Sud global et le Nord global affrontent ces dégradations environnementale qui est très différente. Au Canada, on subit cette dégradation environnementale d'une façon très différente à ce qu'on voit dans les Maldives. Et c'est ça ce que j'ai vu alors
que j'ai parcouru ce chemin. Nous voyons que les enjeux que nous affrontons sont en train de changer. Et la différence entre le nord global et le sud global s'accroît, c'est-à-dire les nuisances qui sont faites aux communautés au niveau mondial. Et un autre sujet, c'est que moi, je ne peux même pas compter combien de politiciens m'ont dit qu'ils aimeraient réaliser des actions, mais que les électeurs ne disent pas qu'ils ont besoin de ces actions et qu'ils veulent gagner les élections prochaines. Et c'est une démocratie. Mais vous savez quoi? On doit être élu parce que si quelqu'un d'autre sera élu, peut-être qu'ils ne réaliseront aucune action climatique. Mais je pense que nous avons besoin de la justice climatique et qui doit être articulée de façon publique parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas réaliser des actions climatiques parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur emploi. Ils ont peur de l'augmentation du prix du gaz ou d'autres produits de première nécessité. Et je pense que ce que nous faisons dans ce travail de l'éducation environnementale est relié aux politiques environnementales, mais c'est quelque chose qui n'est pas clair pour le public général. Et nous n'avons pas cet appel à l'action environnementale parce que ce n'est pas clair. Donc, il y a plein de désinformation et manque d'éducation sur ces sujets et c'est pour ça que le mouvement environnemental n'a pas grandi davantage. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas fait de qu'on n'a pas eu de progrès, mais on doit continuer. J'aimerais retourner sur nos participantes en ligne. Je vais tourner brièvement vers nos participantes en ligne si l'une de nos deux panélistes aimerait répondre à cette question. Comment avez-vous vu le mouvement environnementaliste évoluer au cours de votre vie? Oui, allez-y. Au Mexique, bon, on a beaucoup de chemin à parcourir. D'après moi, au long de l'histoire de ce mouvement au Mexique, les petites luttes locales, autochtones, sur des questions environnementales sont allées en parallèle avec le développement de politiques, de lois et d'engagements internationaux pris par le Mexique. Malheureusement, la mise en œuvre de ces politiques souvent ne sont pas suffisantes ou efficaces. C'est pourquoi j'aimerais souligner que le mouvement écologiste est essentiel. Il est également essentiel que nous, les jeunes, y participions et soyons pris en compte dans les instances de prise de décision politique. Également essentiel d'inclure les communautés autochtones, les communautés les jeunes autochtones qui vivent une réalité différente du reste de la jeunesse, parce que j'ai l'impression que moi, depuis ma naissance, j'étais en contact avec la nature. Et d'une année à l'autre, j'ai pu constater comment les politiques et comment les avancées politiques réalisées ne se sont pas transcrites, ne se sont pas reflétées là où je vis, ou n'ont pas été appliquées ou été appliquées, mais sans apporter de résultats. Donc, comme je le disais au début, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et je crois que nous sommes nés au bon moment pour contribuer, apporter notre pierre à cette lutte commune. J'aimerais également souligner que nous sommes dépendants les uns des autres. Il ne s'agit pas que nous et la nature, c'est pas juste nous et la nature. Enfin, voilà, nous faisons partie de la nature fait partie de nous. Voilà. Déclaration puissante.
juste ajouter quelque chose un petit peu. C'est un peu le rôle des jeunes, comme je le verrais, je dirais, à Montréal dans le mouvement environnemental. Je pense que moi, de ce que j'ai vu de changement de ma jeunesse à maintenant, un peu, c'est aussi, je dirais, l'importance un peu du lien entre la crise environnementale et la santé publique, qui vient ensuite vraiment faire le lien avec la justice environnementale. Je pense que c'est une conversation qu'on avait peut-être beaucoup moins avant, puis je pense aussi avec la COVID et des choses comme ça, de voir vraiment les liens de la santé publique, que la qualité de l'air, les inondations aussi, les feux de forêt, les choses comme ça, que beaucoup d'impacts, sinon, qui étaient peut-être moins importants pour le grand public. Je dirais, là, pour la communauté, les gens en général, dans le passé, parlaient des changements climatiques comme quelque chose beaucoup au futur. J'ai l'impression que là, c'est rendu quelque chose qui est mieux compris de tous, à quel point l'environnement et le bien-être des gens sont connectés, peut-être parce que ça commence à toucher tout le monde. Puis je dirais que, du moins à Montréal, un événement vraiment marquant qui est arrivé dans les dernières années, c'était la Grande Marche pour le climat en 2019, où est-ce qu'on avait un demi-million de personnes qui sont arrivées à marcher ensemble dans la rue, qui était, je pense, la plus grande manifestation environnementale en Amérique du Nord, mais peut-être même dans le monde, je ne suis pas certaine. Je pense que ça a vraiment, pour moi du moins, puis pour beaucoup des jeunes dans la communauté à Montréal, ça a été un grand élément déclencheur parce que c'était les jeunes qui étaient vraiment à l'avant de ce mouvement, les communautés autochtones, les communautés marginalisées qui ont vraiment... Tout le monde s'est retrouvé dans la rue en ce moment-là. Puis je pense que ça a un peu comme normalisé le mouvement d'une certaine façon, que ça a ramené plus de gens qui sinon peut-être c'était pas leur cause ou qui s'impliquaient pas là-dedans auparavant. Excellent, excellent. So as we're moving forward in our questions, I hear several things. I hear J'ai entendu plusieurs choses, j'ai entendu parler de mouvements de terrain. Voilà, j'entends également parler de politiques qui ne vont pas suffisamment loin, d'avancées marginales. Je crois que Fatima l'a très bien dit. Voilà, faire passer une politique ne veut pas forcément dire qu'elle va se transcrire partout sur le terrain. J'entends parler de mouvements intersectionnels entre le mouvement de la jeunesse, mouvements autochtones, voilà, d'autres mouvements qui ont commencé à s'unir autour d'un même mouvement. À présent, est-ce que nous parlez un peu plus, répondre à la question suivante. Comment avez-vous vu augmenter les injustices environnementales et raciales augmenter et quelles seraient les meilleures solutions face à ce problème? Nous excusons, le son est très mauvais. Si vous suivez l'information, vous n'allez pas apprendre que rien qu'au Mexique, il y a 15 000 hectares de feux de forêt. Voilà, dans mon État, le Texas, c'est 1,2 million d'hectares qui ont été détruits par ces incendies. On parle de terres qui parfois passent, qui ont été passées d'une génération à l'autre et qui nous... Je pense vraiment aux agriculteurs texans qui ont été déplacés, mais qui n'obtiennent pas d'aide. Donc la seule forme d'aide pour ces gens, c'est la charité. Il n'y a pas d'aide de l'État. Les communautés marginalisées sont les gens de population de couleur ou de la communauté LGBTQ ou les personnes du troisième âge qui doivent quitter certains endroits à cause du manque de mouvement et qui vont donc devoir déménager dans des endroits plus exposés. Dans une partie du Texas, il y a eu une vague de froid qui a paralysé le système énergétique. Et donc moi, j'ai été bloqué 6 jours chez moi parce que le pont était bloqué sans eau courante et sans chauffage. De nombreuses personnes âgées et des enfants sont dans les paliers les plus pauvres
étaient laissés à eux-mêmes. Il nous a dit qu'il s'agit d'un événement qui ne se produit qu'une fois par siècle. Mais je crois que vous savez qu'on parle des communautés marginalisées, qu'elles soient rurales ou urbaines. Eh bien, là aussi, on retrouve les inégalités puisque les communautés affectées sont celles qui n'ont pas les mêmes capacités de mobilisation. C'est pourquoi nous devons faire un effort unifié pour tenter de représenter ces communautés. Les politiques mises en place continuent à ne pas donner le pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Et la seule manière dont je tiens avec ça, c'est de créer des coalitions larges. Ce qu'on entend depuis longtemps, c'est que les politiques de protection de l'environnement ne peuvent pas être mises en place parce que ça aurait un mauvais impact sur l'économie. Vous savez, les problèmes qui sont en train de se produire sont en train de détruire toute l'économie. Et c'est pourquoi il faut passer de la parole aux actes en se centrant sur ces problèmes environnementaux pour tenter de les atténuer. Afin que ceux qui veulent marcher, suivre les pas de leurs ancêtres puissent le faire. Si je suis ici aujourd'hui, parce que entre 2008 et 2012, le Texas a fait face à une sécheresse sans précédent. J'ai vu mes grands-parents pleurer lorsqu'ils ont dû vendre leurs terres puisqu'ils n'avaient plus les moyens de les cultiver, de ramener de l'eau. Et vu que pour le gouvernement fédéral, nous étions dans une communauté de moins de 20 personnes non incorporées, eh bien, nous n'étions pas considérés comme importants par le gouvernement. Je tiens à rendre hommage aux traumatismes qui sont exprimés ici sur scène. Je rendre hommage au particulier à ce dont vous avez souffert au Texas. Je crois que lors d'un débat plus large sur le type de solutions que l'on peut promouvoir, dans l'intervention présidence, il ressort que qu'il s'agisse de mouvements institutionnalisés ou non, souvent d'un point de vue communautaire, on a l'impression que ces institutions ne font que perpétuer le status quo. Et c'est un contexte de crise économique, crise climatique ou de... Voilà, les crises s'aggravent, les différentes crises s'aggravent. Il y a des solutions non politiques mais communautaires auxquelles les décideurs ici présents devraient réfléchir s'ils veulent vraiment en finir avec le status quo et transformer la situation pour les gens sur le terrain. J'ai eu l'occasion de réaliser des reportages au sein de la communauté Navajo. Un territoire où ils produisent des énergies renouvelables pour qu'ils exportent, mais alors qu'ils manquent, ils n'ont pas accès à certaines infrastructures pendant la pandémie. Il manquait simplement d'infrastructures, d'impléments d'eau courante pour se laver les mains. L'électricité est censée être un droit humain, eh bien. Coming to each other's aid. They're building collective power and sharing resources in a way that probably predated our modern political institutions.
Il en va de même lorsque j'ai fait un reportage dans les communautés du Mississippi où se produit une crise, qui lutte avec une crise d'eau, avec la pandémie, avec des destructions causées par des ouragans qui se produisent d'un à l'autre et qui ne leur laissent même pas la possibilité de se redresser d'un ouragan à l'autre. En plus, leur eau est polluée. Alors qu'ils savent que le prochain ouragan pourrait les détruire, eh bien, la première chose qu'ils ont fait, c'est de créer des abris communautaires. Donc, ils ont collaboré avec les églises communautaires et investir notamment dans des panneaux solaires. Et donc, voilà, comme ils savaient que le gouvernement n'allait pas les aider, ils ont pris les choses entre leurs mains. Le dernier exemple que je vais te donner, une communauté avec laquelle je travaille directement, ils ne sont pas entendus parler, elle se trouve à Jamesville, en Caroline du Nord. C'est une communauté mal connue, une communauté afro-autochtone, dont la propriété de la terre remonte à quelques 300 ans. Il s'agit d'une communauté autonome et qui a été négligée comme nombre de communautés du même type dans notre pays, mais qui est parvenue à se maintenir. Et maintenant, il manque d'infrastructures Internet, d'infrastructures d'eau, mais ils tentent de maintenir leur mode de vie sans aucun soutien gouvernement. Ils tentent de préserver leur culture alors que leurs anciens disparaissent peu à peu et ils tentent d'éviter que leurs terres soient accaparées par les grandes entreprises. Et pour le faire, ils investissent en eux-mêmes en créant des pôles de durabilité, comme des infrastructures agricoles, solaires, un accès Internet, des infrastructures d'eau. Ils tentent également de construire une économie autour de la durabilité pour leur communauté en comprenant que le gouvernement n'a jamais rien fait pour eux dans le passé. Voilà, il s'agit d'une certaine façon de remplir le vide politique que Fatima mentionnait tout à l'heure. Et donc voilà, faute d'action gouvernementale, eh bien, ce sont les communautés qui prennent les choses en main. Reconnaître les choses. J'aimerais donner la parole à Saknité avant que nous concluons. Donc voilà, voilà, je vous donne la minute qui me restait pour conclure, pour Saknité, pour que nous puissions également vous entendre pour répondre à cette question. Vous avez levé la main, donc je vous donne la parole. Donc vous avez une minute pour répondre et ensuite nous devrons conclure ce groupe de discussion. J'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure. Pour le cas de la ville de Mexico, on ne peut pas parler de communauté parce que quelque chose qui a disparu, qu'on nous a enlevé. Moi, je vis dans le centre historique de la ville. Alors, quand on pense à la ville de Mexico, on pense aux monuments prestigieux du centre historique. Donc, cette zone gentrifiée, c'est là où j'habite et voilà, il n'y a plus de communauté dans ces endroits-là. Nous n'avions jamais de problème d'eau et maintenant, mais maintenant, récemment, on a commencé à entendre parler de jour zéro, c'est-à-dire de jours sans eau pour la ville. Voilà, donc ce type de problème commence à apparaître. Mais ça fait déjà des années que ça a lieu en banlieue, ces problèmes, où les communautés vivantes dans les banlieues doivent s'approvisionner en eau à travers des camions-citernes. Notamment les femmes qui doivent porter les bidons d'eau, rapporter les bidons d'eau chez elles, des femmes qui vivent souvent des problèmes graves de violences sexuelles. Donc voilà, les problèmes sont multiples. Cependant, au sud de la ville, Xochimilco, Coajimalpa, dans d'autres municipalités de la ville de Mexico, il reste des peuples autochtones.
Souvent, on ne le sait pas, mais la ville de Mexico, il existe toujours des peuples autochtones. Voilà, il n'y a pas que les zones bourgeoises. C'est une ville très diverse et donc ces communautés originaires s'organisent pour défendre ce qu'on appelle le bassin de l'Anahuac. Il s'agit donc du plan d'eau qui reste de Xochimilco qui n'a pas encore été recouvert, puisque comme vous le savez peut-être, la ville de Mexico a été construite sur un énorme lac. Et maintenant, on commence à voir les conséquences de cette construction, de l'assèchement du lac. Et donc, ces peuples originaires de la ville commencent à continuent de s'organiser, ils sont réprimés, ils sont criminalisés. Lorsqu'ils viennent manifester en ville contre une politique telle que le programme d'agencement, d'organisation du territoire qui a été fait essentiellement en faveur des milieux immobiliers. Donc, lorsque nous avons manifesté, nous avons été victimes de violences, nous avons été réprimés. Mais nous, les jeunes, nous sommes en train de nous organiser parce que les jeunes de milieux urbains doivent faire preuve de solidarité avec ces mouvements dont je parle. Et donc, il s'agit de poursuivre la résistance. Il est difficile de construire des solutions dans un tel contexte. C'est pour ce que je veux dire, c'est que donc, il faut qu'on nous laisse construire. Et pour ceci, il faut que nous, la jeunesse, on nous écoute. Je salue les témoignages de chacune et chacun d'entre vous qui sont exprimés ici aujourd'hui. Ceci est un point final à ce panel, mais j'espère que nous allons pouvoir poursuivre ce débat plus tard. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Nous allons passer au groupe de discussion suivant sans pause. Voilà, donc si vous voulez vous dégourdir les jambes, n'allez pas loin parce que nous allons enchaîner directement avec la table ronde sur les origines et l'évolution du mouvement de justice environnementale.